Bonjour à toutes et à tous, cette vidéo a pour objectif d'apporter à mes élèves et à ceux que ça intéresse des idées et des méthodes à employer pour constituer un programme de construction ou d'entretien des qualités physiques essentielles à la pratique du Wing Chun. Ce travail physique est généralement nommé formation externe dans le milieu martial. On entend préciser par ce terme que l'attention du pratiquant se porte plus particulièrement sur la constitution de son enveloppe corporelle et de sa charpente. Si nous devions comparer l'homme à une voiture, une formation externe consisterait à renforcer le châssis et la carrosserie. Bien entendu, pour fonctionner, une voiture a également besoin d'un moteur et de carburant. La qualité du carburant et l'entretien du moteur assureront le parfait état de marche de la voiture sur le long terme. Le domaine d'études consacré à la manière de prendre soin du moteur de la voiture et d'élaborer le meilleur carburant pour que celle-ci fonctionne à la perfection sans s'encrasser pourrait alors être nommé formation interne. L'homme, à la différence de la nature, voit un lien direct s'établir entre ses qualités internes et externes. Des qualités externes raffinées n'apparaîtront qu'au moyen d'un travail interne et inversement, le travail externe sera essentiel à l'établissement de certaines qualités internes. Les deux sont donc indissociables, comme les deux faces d'une même pièce de monnaie, et doivent s'entreprendre parallèlement. Mais alors, en quoi consiste une formation interne ? Pour faire simple, nous pouvons résumer la chose sous la définition suivante. Une formation interne consiste d'une part à favoriser le bon fonctionnement de nos organes, de nos viscères, de notre cerveau, du réseau énergétique qui les relie entre eux, et d'autre part à fournir à tout cet ensemble les meilleures sources d'énergie possibles, qu'elles soient alimentaires, intellectuelles, spirituelles, issues de notre environnement, de l'harmonie de nos relations, de nos activités physiques, de pratiques respiratoires, méditatives ou autres. Une formation externe, elle, s'opère au niveau tendinomusculaire et au niveau osseux. Elle consiste à améliorer la puissance, la résistance, l'endurance, la solidité, la réactivité, l'explosivité, la mobilité, la souplesse, l'équilibre et l'organisation du corps. Cela implique donc un travail différent sur plusieurs plans. Chaque style martial a ses propres spécificités techniques. Certains vont mettre l'accent sur le travail de percussion, d'autres sur le travail de projection, d'autres encore favoriseront un travail d'immobilisation ou de soumission au sol. Il faut donc, avant d'établir un programme personnel, prendre en compte les besoins et les spécificités du style que l'on pratique. Dans notre école, le Wing Chun nous oriente davantage vers un travail de projection et de saisie à courte distance, mais le Sanshou, lui, nous amène à prendre en compte des distances de combat plus larges et l'emploi fréquent de projection. Chaque type de pratiquant devra donc constituer sa propre méthode de formation externe en fonction des préférences stratégiques que lui impose son art, et ce, en évitant de s'adonner à des exercices inutiles et même parfois pénalisants. Notez que le devoir d'un combattant est d'être un minimum complet physiquement et techniquement. Cela signifie que même si votre style n'emploie que très rarement certaines stratégies, vous vous devez quand même de consacrer un peu de temps à l'étude et au développement de quelques qualités physiques et techniques qui leur sont spécifiques. Une fois les spécificités et les besoins de votre style définis, il s'agira de réfléchir en termes de qualités externes pour les jambes, les bras et le buste. Ensuite, il faudra définir à quoi devra servir cette qualité afin de déterminer les exercices à mettre en œuvre. Je vais prendre un exemple très parlant, celui d'un judoka qui s'apprêterait à constituer une méthode d'entraînement. Son art n'emploie pas les percussions, mais plutôt les saisies des membres ou du kimono adverse, les projections, les immobilisations et les soumissions au sol. La question qu'il doit d'abord se poser est « Mes jambes doivent-elles être puissantes et si oui, pourquoi ?» Il va sans dire que les jambes d'un judoka doivent être puissantes, et ce afin de lui permettre de pousser, tirer, soulever un adversaire à partir d'angles de flexion variés. Il va donc devoir mettre en place un ensemble d'exercices visant à développer spécifiquement les muscles de ses cuisses et de ses fessiers pour le soulèvement, la poussée ou la traction de poids. Il devra varier régulièrement les hauteurs d'exécution de ces exercices. De cette prise de conscience va naître la mise en place d'exercices de squat pieds parallèles ou décalés avec ou sans charge, des exercices de poussée comme les exercices de pliométrie ou la simple poussée de chariot lesté. Les tractions de cordes ou de kimono reliées à des éléments lourds à traîner au sol viendront également compléter le travail. Il s'agira pour ce judoka d'être créatif et d'élaborer des exercices l'amenant à renforcer ses jambes en les soumettant à des conditions proches de celles qu'elle rencontre lorsqu'il combat. Lors d'une seconde étape, le judoka va se demander si ses jambes doivent être résistantes et pourquoi. Là encore, il est aisé de déterminer que les jambes d'un judoka doivent pouvoir résister aux tentatives de déracinement que son adversaire n'hésitera pas à mettre en œuvre. Des exercices travaillant l'ancrage et la stabilité, comme le fait d'effectuer des déplacements bas avec une charge asymétrique et mobile, un seau à moitié rempli d'eau au bout d'un bâton posé sur une épaule par exemple, ou des concours de déracinement à un bras avec partenaire devront être mis en place. La même question se répétera avec l'endurance, la solidité, la réactivité, l'explosivité, la mobilité, la souplesse, l'équilibre et l'organisation ou la synchronisation des jambes.
Puis toutes les questions devront être répétées en corrélation avec les bras et le buste. Étant donné que l'un des grands thèmes de l'expression technique martiale est l'unité corporelle, il y a de grandes chances que bon nombre d'exercices mettent en action les jambes, le buste et les bras. Il s'agira alors pour le judoka de classer ces exercices en fonction de ce qu'il semble particulièrement solliciter. Il pourra également créer une série d'exercices mobilisant l'ensemble du corps. Si nous comparions les résultats de cette recherche à ceux qu'aurait obtenu un adepte du karaté Shotokan par exemple, nous constaterions des besoins différents nécessitant des méthodes de formation différentes. Si à chaque style sa méthode de formation, à chaque pratiquant son programme. En effet, deux adeptes d'un même style, aux gabarits différents en termes de taille et de poids, n'auront pas les mêmes stratégies de formation, mais ce ne sera pas là l'objet de notre débat. Nous n'évoquerons ici que des exercices communément utilisés au sein de notre école pour former les pratiquants de Wing Chun, quel que soit leur gabarit. Les pratiquants de Sanchu pourront également s'y référer, mais devront compléter cette formation. Nous verrons comment ultérieurement au sein des cours ou dans une autre vidéo. Déterminons à présent les spécificités du Wing Chun. Nous avons déjà évoqué précédemment que le Wing Chun misait particulièrement sur un système de percussion de bras et de jambes dans des distances de combat moyennes ou courtes. Les saisies y sont également importantes et certaines écoles, comme la nôtre, étudient une application des principes du système au sol. Cela aura une importance puisque nous créerons des exercices spécifiques faisant appel à l'ensemble du corps. Mais commençons par le commencement. Pour la pratique du Wing Chun, mes jambes doivent-elles être puissantes? Oui, car celles-ci doivent me permettre de me propulser rapidement et puissamment à partir de différents angles de flexion. Elles jouent le rôle de transmetteur des informations entre le sol et le tronc et vice-versa. On peut les comparer à des pistons dont le rôle serait d'amortir ou de propulser. Les exercices de puissance au niveau des jambes devront donc être explosifs et bondissants, mais il faudra également travailler la réception du poids du corps. Il faut également prendre en compte que dans le Wing Chun, on utilise les jambes pour frapper, pousser, racler, intercepter, presser, etc. Elles devront donc être travaillées dans ce sens. Pour la pratique du Wing Chun, mes jambes doivent-elles être résistantes? Bien entendu, mes jambes doivent me permettre d'être enracinées afin de pouvoir résister aux tentatives de mise en déséquilibre de l'adversaire. Mes postures devront faire face aux pressions exercées sur les intérieurs et extérieurs de mes cuisses et tibias.
Pour la pratique du Wing Chun, mes jambes doivent-elles être endurantes? Oui, si le combat venait à s'éterniser ou si on avait à affronter plusieurs adversaires en même temps ou les uns après les autres. Les jambes doivent être préparées à répéter les propulsions, les divers déplacements et les résistances. Pour la pratique du Wing Chun, mes jambes doivent-elles être solides? Forcément, puisqu'elles vont donner et prendre tout un tas de coups. Pour la pratique du Wing Chun, mes jambes doivent-elles être réactives? Oui, car les déplacements et les postures doivent constamment assister les techniques de main. Pour la pratique du Wing Chun, mes jambes doivent-elles être explosives? Oui, puisqu'elles doivent surprendre l'adversaire lorsqu'elles attaquent. Pour la pratique du Wing Chun, mes jambes doivent-elles être mobiles? Bien moins qu'un boxeur qui emploiera la mobilité au sein de son jeu de jambes comme stratégie de désorientation. Le pratiquant de Wing Chun sera moins agité pour être plus alerte. Il misera davantage sur la réactivité de ses jambes pour s'engouffrer dans la faille qu'il décèlera ou qu'il créera dans la garde adverse. Pour la pratique du Wing Chun, mes jambes doivent-elles être souples? Même si les positions du système sont hautes et même si les coups de pied ne sont pas censés monter au-dessus de la ceinture, j'estime qu'il est du devoir d'un artiste martial de travailler la souplesse générale de son corps, comme celle de son esprit d'ailleurs. Les amplitudes musculaires et articulaires doivent être travaillées afin que l'aisance gestuelle soit favorisée. Le travail d'assouplissement et de relâchement musculaire viendra équilibrer le travail de renforcement et d'endurcissement. La loi de l'équilibre des travaux est primordiale pour que l'énergie vitale circule harmonieusement dans le corps. Un étirement dynamique se fera plutôt en début de séance et un étirement isométrique sera effectué en fin de séance. Patience, concentration, relâchement et respiration sont les clés de la souplesse.
pratique du Wing Chun, mes jambes doivent-elles assurer mon équilibre? La question est presque stupide tellement la réponse est évidente. Pouvoir retrouver son centre et son équilibre au sein d'un combat afin de ne pas tomber est une préoccupation chez tous les artistes martiaux. Il faudra travailler l'équilibre en statique mais également en déplacement, car lors d'un combat, c'est au cœur du mouvement que l'équilibre est mis à mal. Enfin, dernière question qu'il faut se poser, pour la pratique du Wing Chun, mes jambes doivent-elles être synchronisées? Oui, forcément, elles doivent être synchronisées ensemble et avec le reste du corps pour soutenir les techniques de bras. Les informations qu'elles émettent doivent parvenir aux membres supérieurs. Enfin, lorsqu'elles frappent, elles doivent être coordonnées avec les techniques qui les précèdent ou les suivent.